Et ça, c'est une méthode qui se popularise petit à petit, avec cette approximation. Les couturiers qui fréquentent les théâtres, qui fréquentent les costumiers, on voit petit à petit cette méthode de la simplification se retranscrire sur des catalogues. Là, vous voyez à gauche, c'est toutes deux des tenues destinées à une collection de Paul Poiret, l'une dessinée par Polyribe, l'autre destinée par Georges Lepape, donc dans les années, fin des années 1900, début des années 1910. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces deux robes? Il y a très peu de détails superflus, très... Hein, il n'y a pas de corset. Oui, oui, déjà, il n'y a pas de corset. Alors, on va en venir après, on va en venir après. Au niveau du dessin... Au niveau du dessin, il n'y a pas d'effet d'ombre et de lumière sur le corps ni sur les vêtements. On customise l'arrière, on customise l'environnement dans lequel le mannequin se trouve. Mais au niveau de la robe, aucun effet d'ombre et de lumière. On ne sait pas d'où la lumière va, mais c'est fait pour mettre en valeur la matière, énormément de plis, une matière très légère. Donc on peut souligner que c'est de la mousseline. Également la même chose de ce côté-ci. Donc, juste avec quelques traits, on arrive à communiquer à la personne qui lit le catalogue une idée sur de quoi consistait la robe. Le fait qu'on donne un trait fin et droit, ça souligne que le tissu tombe directement et ça donne déjà un aperçu sur le vêtement et sur la façon dont il est fait. Après, ça c'était pour la répercussion des maquettes de costumes de théâtre sur la haute couture. Après, j'ai fouillé au niveau des productions théâtrales en matière d'innovation. J'ai pas trouvé grand-chose. On reste entre le théâtre bourgeois qui utilise des vêtements urbains et contemporains pour l'époque et des drames historiques et tout. On a ce qu'on appelle le costume archéologique, c'est-à-dire qu'on prend un costume et on respecte le détail historique près, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'anachronisme. Donc au niveau costume, pas grand-chose là-dessus côté théâtre. La seule chose nouvelle, c'est le théâtre libre d'Antoine. J'ai regardé, j'ai rien trouvé au niveau des costumes. Et je me suis tourné du côté de l'opéra avec les ballets russes. Dans le courant des années 1900-1910, arrive une compagnie russe avec Diaghilev notamment, qui s'appelle la Compagnie des ballets russes, amenant un style particulier, ça s'appelle le style néo-oriental. C'est-à-dire qu'on va se réapproprier le mythe, l'image et le fantasme que l'on a de l'Orient. Alors l'Orient, ça va du Portugal au Japon, donc cherchez pas, c'est beaucoup de clichés, beaucoup de sensualité, enfin voilà quoi. Et on va essayer d'en faire une forme d'esthétique adaptée au théâtre. Là, la particularité, ce que pour Scheherazade, par exemple, et pour les ballets russes, c'est que les costumes et les décors ne sont pas conçus par des accessoiristes, par des décorateurs ou des grands couturiers ou des costumiers professionnels, c'est conçu par des peintres, mais des peintres de chevalet, notamment Léon Bakst, qui est un peintre de chevalet, spécialiste de la peinture à l'huile, et qui s'est formé à Saint-Pétersbourg. Et du coup, là, il va y avoir quelque chose de nouveau dans la conception, donc on reste dans l'idée d'éléments de langage pour la maquette. Mais il y a quelque chose qui va jouer un rôle immense, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'avant, on emprisonnait la couleur dans des cadres de traits, c'est-à-dire qu'on faisait la silhouette en trait, on remplissait de couleur après. Avec Léon Bakst, c'est la couleur qui va définir tout. La profondeur, la perspective, la silhouette. On le voit à travers cette maquette de Sultane de Scheherazade, donc, où ça va être le coup de pince, ça va être le coup de pinceau qui va définir le turban, pas de trait, pas de crayon, qui va définir les plis, qui va définir la matière. Là, c'est un pantalon de Sultane en mousseline. On voit d'ailleurs, on peut voir ses fesses à travers, on peut voir d'ailleurs une auréole d'eau qui est un petit peu bavée, bon, vous ne pouvez pas le voir, moi je le vois, une auréole d'eau qui a bavé au niveau de l'arrière du genou. Et du coup, ça va plus être, à partir de là, la maquette va moins être un objet de description, ça va être quelque chose à communiquer, une ambiance. Car
car c'est par ce choix des couleurs dictées par cette image de l'Orient que l'on va utiliser le dessin pour véhiculer une ambiance, pour véhiculer une atmosphère. Et c'est exactement le même procédé pour faire le décor. Exactement pareil. Donc on va utiliser un bleu plus foncé pour désigner la profondeur. On va avoir un vert dominant avec plusieurs tons de vert pour désigner les plis, la profondeur. On remarque d'ailleurs qu'à la base, les artistes qui sont censés être présents sur scène sont très très peu représentés. Donc, couleur dominante qui donne à peu près tout, quoi. Qu'est-ce que ça donne finalement tout ça? Alors la compagnie, donc la mode des ballets russes, la mode russo-orientale si on peut dire ça, va avoir beaucoup d'impact sur la vie culturelle parisienne. On va beaucoup assimiler Paul Poiret, on va beaucoup assimiler les travaux de Paul Poiret aux travaux de Léon Bakst, étant donné que les deux types de robes vont dégager une certaine image que l'on peut avoir de l'Orient avec un corps léger, des tissus légers notamment. Contrairement aux robes de l'époque qui sont faites avec de la laine, du velours, des corsets, quelque chose de beaucoup plus rigide. Là, on utilise cet imaginaire que l'on a de l'Orient pour donner de la légèreté, et notamment de la légèreté au corps. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir des couturiers comme Paul Poiret non plus remplir des commandes, mais s'investir en tant que costumier, donc c'est-à-dire en tant que chargé des costumes pour une pièce. C'est-à-dire que le grand couturier va laisser un petit peu sa boutique de son côté et va au théâtre, mais c'est-à-dire travailler un costume, travailler avec le metteur en scène, travailler avec les artistes, avec l'auteur, pour penser le costume en lui-même. Je pense que c'est à partir de là où le couturier arrive à se légitimer en tant qu'artiste, au moins aux yeux de cette période-là. À gauche, vous voyez un costume pour le minaret. Pareil, spectacle oriental, l'action se passe dans un harem, donc on représente des femmes, des eunuques, machin. Et avec des matières légères, de la mousseline, des mousselines, des matières en dentelle, des trucs comme ça. Et plus de robes, plus de corsets, des pantalons, mais alors des pantalons de harem. C'est l'ancêtre des gros sarouels en fait. Juste une ceinture en fait pour donner un petit peu d'appui et un léger soutien-gorge, on y reviendra après. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a petit à petit un impact sur la rue où on s'inspire de cet Orient. L'Orient fantasmé, l'Orient du cul, quoi, parce que bon, c'est vraiment une... Non mais très sincèrement, on a une image très stéréotypée, à cette époque on a une image très stéréotypée, très sexualisée de l'Orient et de l'exotisme à ce moment-là. Il y a... D'ailleurs, dans les représentations, dans les témoignages d'artistes allant à l'Orient, et même dans la fiction populaire, vous regardez Penny Dreadful, par exemple, vous regardez Penny Dreadful, vous voyez un Orient fantasmé à travers ses mystères, ses femmes voluptueuses, et tout comme ça. Et donc, on commence à concevoir des vêtements pour la vie de tous les jours. Déjà, on a Paul Poiret qui fait ses robes sans corset avec ses robes qui laissent une plus grande liberté aux gens. Enfin, pas une plus grande liberté aux gens, bah justement, parce que je vous dis une connerie, parce que dans la représentation de Paul Poiret, on dit il a libéré le corps de la femme. Bon, c'est beaucoup plus ambigu. Mais beaucoup de femmes lui ont reproché d'avoir fait des robes qui lui entravaient, bah, vous pouvez le voir, ça se referme au niveau des jambes, donc qui lui ont entravé les jambes. Donc il libère le buste, mais il emprisonne un petit peu les jambes donc, pour faire des mouvements. Enfin voilà. Donc beaucoup de femmes se sont plaintes à lui, il a juste une réaction en disant oui, alors vous allez faire quoi? Et ça s'est terminé. Donc petit à petit, on voit une répercussion des costumes de théâtre et des costumes de scène qui, par le biais de la presse, réussit petit à petit à avoir de l'écho et à donner aux gens l'envie de se costumer pareil, de tester ces nouvelles sensations et de se faire lever des costumes similaires à l'Orient. Pour ce que vous voyez à droite, c'est pas vraiment l'Orient style perse, harem et compagnie, c'est plus un manteau kimono, donc inspiré du Japon, des trucs comme ça. Donc quelque chose qui est assimilé à la robe de chambre, on a décidé d'en faire un manteau
déjà, ça donne déjà une nouvelle sensation, quoi, en tant que manteau. Mais c'est également un contexte favorable, parce que, je vous ai parlé de Paul Poiret. Le cliché, je vous ai dit que le cliché autour de lui, c'est il a libéré le corps de la femme. Donc ça, c'est un truc avec la mémorialisation de la mode, c'est qu'on attribue un phénomène de mode à une personne qui un jour a décidé de porter le truc comme ça, donc tout le monde a porté le truc comme ça, et mécaniquement, tout le monde a fait comme ça. Alors qu'en général, ça se fait surtout selon un contexte particulier. Paul Poiret a commencé à faire des robes sans corset à partir des années 1900. Tout le monde n'a pas directement porté des robes sans corset à partir des années 1900. Imaginez-vous à la place d'une femme de cette époque, ça fait plus de 5 siècles que vous portez le corset, on vous dit du jour au lendemain c'est bon, vous pouvez laisser tomber, c'est pas certain que vous abandonniez tout de suite. Et ça fait depuis les années 1880, même un peu moins, que le corset qui détruit à petit feu la structure, les organes internes de la femme, petit à petit, il s'adapte en fait. Donc on dessine des corsets de différents types. À gauche, vous voyez un corselet-gorge, c'est-à-dire que vous voyez juste une guêpière, un bonnet de soutif et le tout relié par une voile. Très sincèrement, je me suis beaucoup marré à regarder les pubs de lingerie à ce moment-là parce que vous tombez sur ces trucs. Il y avait le corset hygiénique. Vous savez ce que c'est? Un corset. C'est vrai? T'as le corset, le bonnet, tout. T'as juste un gros trou pour laisser passer le bide. C'est tout. Donc voilà. Et il y a petit à petit cette popularisation du soutien-gorge, qui n'est pas une invention de Paul Poiret, mais une invention d'une couturière qui s'appelle Herminie Cadol, une communarde, très pote de Louise Michel, très anard, qui a présenté son truc lors d'une expo en 1889. Donc ça fait depuis 1889 que l'idée de soutien-gorge a été lancée en public. On a commencé à en porter dans la vie de tous les jours qu'à partir des années 1920. Donc pour vous donner un point de vue sur l'idée de popularisation d'un élément de vêtement. Donc là, c'est l'un des prototypes de soutien-gorge de l'époque. En gros, ce qu'elle a fait, Herminie Cadol, c'est qu'elle a pris un corset, elle a donné un coup de ciseau, elle a gardé seulement le bonnet, quoi. Et également d'autres contextes. Il y a le sport amateur, parce que la bourgeoisie au XIXe siècle, c'est surtout une classe de loisirs. Une classe qui sort, une classe qui va à la plage, une classe qui teste de nouveaux trucs, comme le tennis, le vélo, la bicyclette que vous voyez là. Donc vous voyez quelque chose qui s'appelle la jupe-pantalon, qui se rapproche du pantalon de harem, justement. Ça, d'ailleurs, ça a lancé énormément de débats. Il y en a qui ont crié au génie, à la libération, il y en a qui ont crié scellé à la décadence, Zemmour avait raison. Et j'ai feuilleté des bouquins, des revues de sport qui datent des années 1890, des revues de sport où il y avait des conférences où les mecs se réunissaient pour se demander qu'est-ce que la femme allait porter maintenant qu'elle fait du sport. Donc même dans ce contexte-là, on essaie de se sensibiliser à de nouvelles sensations. C'est toujours le mec qui réfléchit pour la femme. Donc petit à petit, c'est par le biais de ces loisirs-là que ce genre de vêtements arrive à se populariser. C'est par le biais du soutien-gorge, c'est par le biais des loisirs. La femme, vachement à l'époque, c'était vachement indécent, quoi. C'était Peggy 18, le contrôle parental assumé. C'est également une esthétique, le néo-orientalisme. Là, vous voyez une icône, j'ai mis Mata Hari, une danseuse nue. Bon, elle retirait que le bas. Une danseuse nue spécialiste en danse exotique d'Extrême-Orient. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que la popularisation d'un élément de mode, c'est pas un seul acteur, c'est un appui de plusieurs facteurs externes. Donc méfiez-vous en fait des fois où on vous dit c'est lui ou c'est elle qui a fait ceci, qui a libéré le corps de la femme, qui a fait évoluer les trucs. Il y a toujours un contexte qui va avec. Petit à petit, la guerre est arrivée, donc c'est plus le temps au faste, au ballet, au néo-orientalisme. C'est la guerre, c'est les rations, c'est les femmes qui remplaçaient les hommes au champ et à l'usine. Et
qui petit à petit rêve de petits trucs, le droit de vote, voilà, un truc comme ça. Et petit à petit, on adapte, ces femmes s'adaptent à la vie de tous les jours en faisant du travail d'homme. Donc elle sort de son cercle privé, elle sort de cette condition dans laquelle elle est depuis X temps pour faire des tâches d'homme et petit à petit emprunter au vestiaire masculin. Là, ce sont des costumes en jersey, des élégances parisiennes faites par une certaine Gabrielle Chanel. On est en 1916 à ce moment-là, et bon là vous voyez pas de pantalon, vous voyez des robes, sans crinoline, sans rien, pas de corset, vous voyez un veston tailleur avec un petit col barre, tout simplement. Donc on emprunte à la marinière, on emprunte aux pêcheurs, on emprunte aux militaires, on emprunte énormément de choses à la garde-robe masculine pour parfaire l'identité de la femme. Ce qui va petit à petit créer un nouveau type de silhouette, une silhouette très très androgyne. Dans les années 20, après la guerre, les femmes se revendiquent, elles se coupent les cheveux, elles fument, elles vont dans des clubs, genre le Mono qui est un club typiquement lesbien, elles se font une silhouette très très androgyne et elles portent des robes, comme vous voyez là à droite, très très simples, soutien-gorge, silhouette en riz. Faite par Paul Poiret, même si ce dernier désapprouvait complètement cette esthétique-là, il trouvait ça allait, bon, ce qu'il faisait pas cette télé de toute manière, c'est un peu le Jean-Luc Godard de l'époque. Cet exemple-là de robe montre que même quand on n'aime pas un vêtement, on est obligé de le faire pour garder un petit peu sa clientèle. Ouais, je suis un petit peu allé trop tôt. Ouais, Cimer les gens, grave, j'avoue, vous êtes cool. Je vais revenir un petit peu en arrière. Pour en venir où à ce moment-là? Pour en venir à cette implication entre le théâtre et la haute couture. Je vous ai parlé de dramatocratie. Je vous ai dit que la dramatocratie laissait place à la société de spectacle, même à la société de consommation. Avec l'industrie, la mode est devenue de plus en plus accessible. J'en ai déduit du coup, donc je dis jeu, c'est un jeu assumé parce que j'estime que c'est mon point de vue qui peut être contestable scientifiquement parlant. J'en suis venu à la déduction que cette mode néo-orientale, issue des sphères théâtrales, a pu relancer un débat sur pas mal de choses. L'implication de la scène dans la mode de tous les jours. La façon de créer une nouvelle silhouette et de permettre à la mode, à la haute couture, de sortir justement de son cahier des charges dans lequel il est habitué depuis près d'un siècle. Et du coup, ça relance la dramatocratie, selon moi. Pour moi, la mode de cette époque, la mode néo-orientale, à travers l'implication du couturier dans le théâtre et de l'homme de théâtre dans la couture, relance justement, permet au théâtre de relancer des débats. On voit une femme avec une robe pantalon ou un pantalon de harem, on est pour, on est contre, ça crée un débat, mais on se souvient que ouais, on a fait comme dans le Minaret de Paul Poiret, on a fait comme dans machin machin. Donc le théâtre permet de recréer quelque chose et de proposer, de questionner de nouveau sur la place du corps. On s'interroge beaucoup sur le corps à ce moment-là, et notamment sur le corps de la femme et sur la place de la femme qui ne fait plus partie d'un cercle privé, qui ne fait plus partie de la maison, qui n'est plus assimilée au rôle d'épouse, au rôle de mère ou au rôle de fiancée, mais qui petit à petit, par le biais du vêtement, peut revendiquer sa place dans la société, car maintenant, elle peut bouger. Là, je vous dis merci. Merci à toi.